Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous rencontrer, peut-être de vous retrouver sur ce réseau des maisons franco-allemandes. Très heureux de maintenir le lien de nos activités culturelles, en particulier des conférences, hein, avec le soutien de l'Institut Goethe. Euh, Très heureux aussi de retrouver les adhérents du Centre culturel franco-allemand de Nice, hein, avec cette volonté de partage en quelque sorte qui nous anime tous. Dans ces temps difficiles, bien entendu, de l'épidémie en temps de confinement et de déconfinement complexe. Je serai d'ailleurs dans l'actualité hein, au cours de cette conférence à travers la présentation de la figure de Robert Koch, figure connue et méconnue, hein, que je vais vous proposer d'analyser à l'aune justement des relations franco-allemandes. Hein. Ça va être mon projet. Alors, je ne suis pas un scientifique, hein, c'est plutôt à partir de l'histoire intellectuelle, culturelle et peut-être même diplomatique que j'aborde le sujet de la figure de Robert Koch et de son rapport notamment à la France. Mais peut-être l'idée serait de partir de l'actualité, hein, parce que l'actualité a mis sur le devant de la scène l'Institut Robert Koch en Allemagne, à Berlin en particulier, puisque cet institut a été chargé de la surveillance de l'épidémie de Covid-19 pour l'Allemagne, et cet institut est devenu un lieu important, un lieu majeur, on pourrait dire, de la gestion de la crise du coronavirus en Allemagne, un lieu désormais beaucoup plus connu qu'auparavant par les Allemands, et en particulier son président, depuis 2015, Lothar Wehler, qui effectivement est apparu quotidiennement pour faire un point presse autour d'un bilan journalier du coronavirus, et d'une certaine manière, ces propos de Lothar Wieler se sont faits sous les auspices de son illustre prédécesseur, celui qui a fondé cet institut qui porte son nom, Robert Koch, justement, hein, et il va y avoir là, me semble-t-il, une dimension très importante. Et déjà, on est dans les relations franco-allemandes, puisque Lothar Wieler est un peu l'équivalent du français Jérôme Salomon, qui lui aussi est apparu au titre de la Direction générale de la santé, hein, qui a été créée en France en 2018, et bien en tant que médecin infectiologue qui dirige ce service général de l'État, lui aussi est apparu quotidiennement et a été découvert par le grand public hein, à ce moment-là, pendant la crise du coronavirus. Donc déjà, on a un peu les mêmes dispositifs, on pourrait dire, autour de ça, et donc je pars de cet Institut Corps pour vous présenter effectivement la figure de Robert Koch, une figure extrêmement importante qui me semble relativement méconnu en France. On connaît son nom parce que on connaît le bacille de Koch, comme on dit en France, le bacille de Koch, hein, bien entendu, mais Robert Koch est plus qu'une simple référence. Hein. Je crois que dans ce que j'ai à dire cet après-midi, dans cette journée, je vais me référer justement à son parcours, et un parcours qui est effectivement d'une grande richesse, et celui d'un savant allemand qui a beaucoup compté pour l'Allemagne, pour la France, dans une période compliquée sur le plan des relations diplomatiques entre les deux pays, puisque les belles années de Robert Koch, ce sont les années de l'après-guerre de 1870, hein, pendant les 2 décennies qui suivent 1870, entre les années 70 et 80 du 19e siècle, effectivement. Hein. Alors comment définir Robert Koch? C'est un des pères fondateurs, parmi les plus réputés fondateurs de la bactériologie médicale. Hein, un fervent utilisateur, par exemple, du microscope, hein, au départ son modeste laboratoire, qui deviendra ensuite un lieu important. Et bien sûr, il est connu surtout, hein, essentiellement connu pour avoir découvert la bactérie responsable de la tuberculose, maladie ô combien dramatique, essentielle, terrible et ravageuse de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc cette bactérie porte son nom, le bacille de Koch, hein, de Koch,
effectivement, et ses travaux lui vaudront, un peu tardivement certes, mais néanmoins avec une forme de consécration, le prix Nobel de médecine dans l'année 1905. Hein, donc Robert Koch, grande figure de la science, grande figure du monde médical, grande figure de la recherche en bactériologie et en immunologie en particulier. Alors pour présenter cette conférence en ligne, je me suis appuyé sur un certain nombre de travaux. Moi, ce qui m'a, comme je l'ai dit au départ, intéressé, ce sont les relations franco-allemandes. Mais il y a un travail qui a été mené il y a quelques années par un professeur à l'Institut Pasteur en France, à Paris, Maxime Schwartz, et la conservatrice honoraire du musée Pasteur à Strasbourg, donc un ouvrage français qui s'intitule justement Pasteur et corps, duel de géants dans le monde des microbes, hein, paru chez Odile Jacob en 2014. Très intéressant ouvrage que je vous conseille en prolongement de cette conférence. Hein. D'ailleurs, cet ouvrage a donné lieu à un documentaire qui s'intitule Pasteur et corps, hein, produit par le fils de Maxime Schwartz en 2018, hein, et qui a été présenté plusieurs fois sur la chaîne Arte. Hein. Mais à côté de ces travaux éminents de Maxime Schwartz et de Annick Perrault, je voulais aussi mentionner un article qui est aussi accessible en ligne directement de Henri Boisvert, qui date de 1982, dans la Revue d'histoire des sciences médicales, hein, la découverte du bacille de la tuberculose, hein, par Robert Koch, et également un ouvrage de Jean-Pierre Dedé, qui date de 2007, et qui s'était intéressé à la microbiologie, de ses origines, aux maladies émergentes, paru chez Duno. Donc voilà quelques références parmi d'autres et des archives que j'ai pu consulter pour préparer cette conférence. Alors Robert Koch, disons d'emblée que c'est un homme de la fin du 19e siècle. Il est né en 1843 et il est mort en 1910. Alors il est né en Basse-Saxe, hein, dans le massif montagneux du Harz, hein, que certains familiers des maisons franco-allemandes connaissent peut-être, et sans doute aussi, hein, donc ce qu'on pourrait appeler le centre-nord de l'Allemagne, dans la ville de Kloßtal. Hein, et je dirais d'emblée, et j'insisterai d'emblée, puisque c'est un peu le sens de ma conférence, dans le fait que la famille de Robert Koch est une famille plutôt francophile, hein, plutôt francophile. Son père Hermann Koch était un intendant très réputé des mines du massif du Haut-Harz, de Kloßtal, et sa mère Mathilde était la fille d'un inspecteur des mines de fer. Et pourquoi cette famille est-elle francophile? Parce que elle a passé, avant que naisse Robert Koch, qui lui est né à Kloßtal, mais elle a passé plusieurs années en France, 3 ans, père ingénieur des mines en France. Eh bien, le couple voit la naissance de son premier enfant, hein, Adolphe, né en 1840, donc en France. Hein, et donc il y a une forme de francophilie qui existe dans ce début des années 40 dans la famille donc de Robert Koch. Robert Koch, le troisième enfant d'une famille de 13 enfants, beaucoup mourront jeunes d'ailleurs, hein, eh bien est un élève studieux, de ce qu'on connaît, il excelle en mathématiques, il excelle en matière scientifique, il est d'ailleurs promis, on le dit, à un avenir de savant. C'est un élève aussi qui est bon en langue anglaise particulièrement, un peu moins en français, d'ailleurs une langue qu'il maîtrisera mal et qu'il ne développera pas, malgré la francophilie familiale. Et puis, un des aspects du personnage, c'est de rêver de voyage, hein, d'envisager de parcourir le monde. C'est le gène de beaucoup d'enfants français et allemands à cette époque-là et encore aujourd'hui. Il avait ambitionné un temps de devenir marin, hein, voire de s'installer en Amérique, aux États-Unis, comme le faisaient pas mal d'Allemands à cette époque-là. Bon, finalement, il optera pour une forme de stabilité plus locale, hein, en se lançant dans des études de médecine et en étudiant à l'université de Göttingen, université prestigieuse, pas très loin de sa région d'origine, effectivement. Hein. Et il va sur place à Göttingen, pendant qu'il développe ses études de médecine, manifester un goût important pour la recherche en particulier. Hein, et donc il obtiendra son diplôme de médecin en 1866 à Hanovre. D'ailleurs, une petite anecdote, puisque Robert Koch a obtenu le prix Nobel en 1905, c'est un des rares
prix Nobel, à avoir rencontré, même furtivement, Alfred Nobel, hein, le chimiste suédois qui a séjourné dans le Haut Harz en 1864-1865 et qui est venu à cette époque-là pour parfaire ses recherches dans le domaine de la nitroglycérine, et son père, Hermann Korr, donc, avait reçu Alfred Nobel dans les mines, et l'enfant Robert avait rencontré brièvement Alfred Nobel, lui qui deviendra donc prix Nobel en 1905. C'est un des rares Nobelisés à avoir rencontré Nobel à cette occasion. Voilà. Et fort de ce diplôme de médecin, la première vie de Robert Korr, c'est d'être médecin de campagne, hein, médecin de campagne. Alors il a d'abord, c'est un médecin de campagne qui va connaître plusieurs situations, hein, d'ailleurs assez modestes en termes de rémunération, hein, un jeune médecin de campagne hein, qui a donc un peu moins de 30 ans au départ, et puis un peu plus ensuite. D'abord il exerce dans un hôpital de Hambourg, mais c'est essentiellement donc en tant que médecin de campagne à Langenhagen par exemple, qu'il va dans la région de Clausthal, toujours proche de son lieu de naissance, qu'il va exercer cette profession hein, si importante à l'époque. Hein, d'ailleurs, c'est parce qu'il s'installe comme médecin de campagne qu'il va se marier en 1867, vous voyez, il a 24 ans. Comme je vous l'ai dit, le couple vit dans des conditions relativement modestes et va chercher un petit peu une manière de s'établir, d'obtenir une clientèle. Hein. En 1867, Robert Korr était devenu prussien à la faveur, si on peut dire, de la situation géopolitique qui avait changé en 1866, lorsque Bismarck a annexé à la Prusse toute la région de Hanovre et d'autres territoires dans ce qu'on appelait à l'époque la Confédération de l'Allemagne du Nord. Bon. Et c'est au titre de Prussien, si on peut dire, que avec sa famille, Robert Korr opère une première migration, si on peut dire, hein, même si elle est relativement modeste, elle est au sein de l'État prussien, puisqu'il s'installe à Rackwitz, hein, dans la province de Posen, en Posnanie, dans l'actuelle Pologne, en 1869. Il suit, on pourrait dire, les préceptes du gouvernement prussien, qui est d'installer dans les territoires dits annexés des médecins allemands, entre guillemets, dans ce contexte-là. Et effectivement, dans cette ville de Rackwitz, il va se constituer une clientèle fidèle, assez solide, mais on comprend, si vous voulez, que dans ces jeunes années d'exercice, Robert Korr n'exerce pas la recherche, ses fonctions de chercheur, hein, il exerce en tant que médecin, mais il n'a pas le temps de faire de la recherche, ou si ce n'est à des heures, disons, d'après-travail, ce qui laisse un temps limité, hein, et du coup, il est un peu freiné hein, dans la perspective que l'on a aujourd'hui de regarder Robert Korr dans sa carrière globale, si on peut dire, hein, il est un peu freiné par cette activité de médecin de campagne qui était prenante, hein, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Hein, voilà. Alors, dans ce cadre, intervient ce qui me semble pour moi important dans l'évocation donc, autour de Robert Korr des relations franco-allemandes, intervient la guerre de 1870-1871, qui est pour beaucoup d'hommes et de femmes de cette époque, qui ont une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, un moment important, un tournant important dans leur vie. Donc Robert Korr a 27 ans, et même s'il est il est dans une famille francophile, il est volontaire et enthousiaste, voire patriote, hein, pour participer à l'œuvre militaire prussienne, mais il est réformé pour prendre les armes, tout simplement parce qu'il est myope, et sa myopie l'empêche de devenir un combattant. En revanche, sa profession de médecin sera utilisée dans le fait militaire, puisqu'il va devenir médecin militaire. Hein, alors, médecin militaire qui va suivre les armées allemandes dans leur progression vers la France, et d'une certaine manière, Robert Korr va donc connaître
à cette occasion le territoire français. Hein. D'abord, il exerce dans un hôpital de campagne à Mayence, on est au mois d'août 1870, puis progressivement il est amené à traverser la frontière. Alors d'abord il est envoyé en Moselle, à Saint-Privat-la-Montagne dans un premier temps, où il prend d'ailleurs conscience sur place des dégâts occasionnés par la guerre, puis il va du côté de Metz, hein, et puis à Neufchâteau, hein, dans la région proche de Nancy, et enfin il se déplace de manière beaucoup plus avancée du côté d'Orléans, en passant pas très loin de Paris, justement, dans ce temps où la guerre fait rage dans ce contexte-là. Et bon, cette découverte de la France, elle se fait dans un contexte difficile, un contexte douloureux, mais aussi un contexte d'apprentissage. Pour la petite anecdote aussi, de ce séjour en France, il appréciera beaucoup le vin, hein, qu'il préférera de très très loin à la bière. Donc voilà un élément qui montre aussi une capacité à compliquer un petit peu le personnage dans sa manière de voir les choses. Voilà. Et puis, c'est effectivement après la guerre de 1870-1871 que un premier tournant se produit dans la vie de Robert Corre, revenu donc de ses faits militaires au titre de médecin. Il s'installe toujours en Pologne, dans la Grande Pologne, dans une ville qui s'appelle Wolstein, petite ville au bord d'un lac, agréable effectivement, et il restera à Wolstein pendant plusieurs années, entre 1872 et 1880, il s'installe là et gravit un certain nombre d'échelons puisqu'il devient responsable de la santé publique locale et il va aussi commencer à développer ce qu'il avait laissé de côté pendant plusieurs années, des recherches, des expériences dans un laboratoire qu'il installe dans son cabinet de consultation, modeste laboratoire, effectivement, modeste laboratoire, mais un laboratoire qui sera fécond, hein, en termes de production. Hein, et si vous voulez, celui qui a été d'abord médecin de campagne et qui n'a pas ou très peu développé de recherche va, à partir de 1872, dans cette situation stabilisée d'après-guerre, revenu de France, et bien connaître avec ses expériences une notoriété brutale. Une notoriété brutale. Alors, il va d'abord travailler, et ça c'est assez connu dans la biographie de Robert Corre, sur ce que l'on a appelé la maladie dite du charbon. Hein, alors c'est intéressant le parallèle avec les mines. Hein, la fièvre charbonneuse, comme on dit, qui touche donc les animaux qui étaient très présents dans les fermes du district de Wolstein notamment, hein, donc les ovins, les bovins, voilà, c'est sur ces animaux-là qu'il fait des expériences, et il va, à la suite de travaux menés par des savants français, hein, je pense notamment aux Français Casimir d'Avesnes, qui quelques années, décennies plus tôt, avait développé des travaux sur la maladie du charbon qui touchait les ovins et les bovins. Il publie en 1876 un article sur ce sujet, hein, et c'est la publication de cet article sur la maladie du charbon qui va le faire connaître, le rendre célèbre relativement rapidement, hein, et effectivement, à partir de cette célébrité brutale de 1876, sa vie va changer, c'est le début d'une ascension, alors il a 33, 34 ans, sa vie va changer, c'est le début d'une ascension qui va durer une bonne quinzaine d'années, et qui va faire de lui une personnalité reconnue aussi bien à l'échelon allemand qu'à l'échelon international. Et ça, c'est un élément essentiel. Et à partir de ce travail, de ces expériences sur la maladie du charbon, il va se lancer dans des recherches bactériologiques. Alors, il n'est pas l'inventeur de la bactériologie, on va voir, mais il en est des expérimentateurs, un des plus illustres animateurs, hein, on pourrait dire. Les maladies contagieuses, voilà ce qui va l'intéresser. Alors, sur différents fronts, hein, la peste qu'on appelait à l'époque la peste bovine ou la peste équine, hein, sur les chevaux, les intoxications par le plomb, le paludisme, la pyroplasmose, hein, qui touchait les mammifères et les chiens, la maladie dite du sommeil, hein, en Afrique, hein, à la suite de piqûres de la mouche tsetse. Donc voilà toute une série de travaux que va mener sur les animaux et sur les hommes Robert Corre, hein, qui va se vouer sans retenue à la recherche, tout en étant encore à ce moment-là médecin de campagne, et il va cumuler, si vous voulez, de tâches
importante, tout en étant aussi à Wolstein responsable, disons, de l'organisation de la santé locale. Vous voyez, une grande activité qui est celle d'un homme de 30 ans en pleine possession de ses moyens. Et c'est là qu'intervient la querelle qu'il ne faut pas évacuer parce qu'elle est essentielle pour bien saisir cette importance de Robert Koch dans les relations franco-allemandes, la querelle qui va naître avec le français Louis Pasteur. Louis Pasteur, de 20 ans son aîné, était né en 1822, alors que Koch c'est 1843, est mort en 1895, Louis Pasteur, et en évoquant Louis Pasteur, on va évoquer la rivalité franco-allemande qui va se nouer autour de ces deux savants illustres, hein, je dirais. Donc Louis Pasteur, né, c'est un jurassien, hein, il est né à Dole, dans le Jura, c'est un scientifique, chimiste, un physicien, le pionnier sans doute bien avant Robert Koch de la microbiologie, qui, alors que Koch est encore inconnu, ben lui connaît une grande notoriété, et qui connaîtra vraiment l'immense notoriété, et notamment aujourd'hui la consécration, lorsqu'il va développer des travaux autour de la vaccination, des vaccins, et en particulier le vaccin contre la rage qu'il expérimente entre 1881 et surtout 1885, voilà, pour Louis Pasteur. Et alors, Louis Pasteur, comment dire, en écho à Robert Koch, a eu des relations intéressantes avec l'Allemagne. Hein. D'abord, peut-être on connaît moins cette dimension, il a d'abord un rapport positif à l'Allemagne, on pourrait même parler de germanophilie, hein, au temps où la famille de Robert Koch met au monde ce jeune enfant en 1843 et se retrouve est orienté plutôt vers la francophilie, eh bien, Louis Pasteur va développer une forme de germanophilie, notamment à travers un voyage qu'il effectue en Allemagne pendant plus d'un mois, en 1852, lorsqu'il cherche, il est encore jeune, hein, Pasteur, il a donc moins de 30 ans, hein, en 1852, il a une trentaine d'années tout juste, voilà. Et à ce moment-là, il s'intéresse à ce qu'on appelle la cristallographie, où il travaille sur la notion d'acide tantrique, ou l'acide racémique, effectivement, et il va rencontrer des savants allemands très avancés sur ce sujet, hein, ces savants allemands de passage à Paris en 1852 vont lui prouver que leurs travaux sont essentiels pour lui, et donc il sera invité à aller visiter les laboratoires allemands dans cette année 1852. Il ne se fait pas prier pour y aller, et donc il va profiter d'un séjour de plus d'un mois, où il traverse en gros l'Europe centrale et d'aujourd'hui, hein, et en particulier l'Allemagne, hein, donc à Cologne par exemple, à Hanovre, Magdebourg, l'Allemagne de l'Est actuelle, hein, à Leipzig, à Dresde, et puis il revient à Vienne et passe par Prague également. Hein, voilà ce périple qui l'amène à découvrir le pays, mais qui l'amène aussi à rencontrer avec beaucoup d'intérêt des savants allemands. Et sans m'étendre sur ce moment 1852, qui est très intéressant, Pasteur en Allemagne, bien, il revient très agréablement surpris, considérant que les idées reçues qu'il avait étaient des idées peut-être fausses, et donc il était surpris par l'accueil chaleureux qui a été fait à sa personne, la qualité des savants qui l'ont accueilli, et puis il a été flatté par la notoriété dont il jouit sur place, qui évidemment a flatté son ego, donc son séjour est très positif, et euh, il s'en répand dans une lettre qu'il envoie à son père, peu après son retour, hein, et il écrit à son père la chose suivante, il dit « J'ai été agréablement surpris de voir combien mes recherches sont connues en Allemagne. Grâce à elles, j'ai été reçu de la manière la plus cordiale, la plus distinguée, et je me suis procuré pour l'avenir des relations très agréables et fort utiles. » Et il dit un peu plus loin « J'ai le désir plus vif que jamais d'apprendre la langue allemande. » Effectivement, bon, on sait qu'il n'apprendra jamais l'allemand, mais c'était un désir qu'il avait développé à cette occasion. Donc il développe une certaine germanophilie qui va l'amener à avoir des relations assez étroites avec des savants allemands dans le cadre de ses travaux, et qui l'amènera, cette germanophilie, à, entre autres, eh bien, se voir décerner le titre de docteur honoris causa à l'université de Bonn en 1868. 1868, on sait que Louis Pasteur était
très proche de l'empereur Napoléon III en France, hein, du coup, il y a de très bonnes années pour Louis Pasteur, très près du pouvoir du Second Empire, à cette occasion qui lui vaut une certaine notoriété en Allemagne, en particulier donc à l'université de Bonn, où il obtient ce titre de docteur honoris causa. Donc voilà un élément important des relations franco-allemandes, en écho avec Robert Koch, voilà, et intervient à ce moment-là aussi, comme pour Koch, la guerre de 1870-71, qui radicalement, beaucoup plus radicalement que pour Robert Koch, va faire changer Louis Pasteur. Cette guerre est une véritable tragédie pour lui. Il a une cinquantaine d'années, 48 ans quand elle se déclare. Alors pour lui, c'est une tragédie pour plusieurs raisons. Non seulement parce que c'est la fin du Second Empire, parce que son patriotisme, qui était assez vif, était corné, je dirais même, il est contrarié, hein, voire traîné dans la boue, et en plus de ça, la perte de l'Alsace et de la Moselle est une sensibilité forte pour lui, parce qu'il avait été professeur pendant plusieurs années à l'université de Strasbourg, hein, dans les années 1850, et donc, si vous voulez, c'est un moment qui est compliqué, et il va céder à une très forte germanophobie. Après avoir été germanophile, il va se laisser aller à une forte germanophobie qu'il ne cessera de développer dans les années qui vont suivre jusqu'à sa mort en 1895. Donc les 25 années qui restent de vie à Louis Pasteur, il va être très très productif effectivement, mais il va se montrer très hostile à l'Allemagne, au diapason de beaucoup de Français qui creusent un véritable fossé entre la France et l'Allemagne, fossé qui sera fatal bien sûr, on le sait, à bien des vies un peu plus tard, et qui sera durable à ce moment-là. Voilà ce qu'il dit dans un de ses écrits intimes. Je suis brisé par la douleur. Il parle de la guerre de 1870-71. Toutes mes illusions sont évanouies. Mon admiration pour l'Allemagne est balayée par un concentré de haine. Chacun de mes travaux jusqu'à mon dernier jour portera pour épigraphe haine à la Prusse, vengeance, vengeance. Donc il va y avoir, à travers cette prise de parole un peu virulente, effectivement, une attitude durable que Pasteur ne cessera plus ou moins de véhiculer en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Le propos est dur, le propos est terrible, et il est lié à la situation d'une France dégradée en 1871. Et pourquoi j'ai parlé de ça ici, c'est parce que justement, c'est une manière de raccorder à l'histoire de Koch, qui est au cœur qui est le personnage principal de cette conférence, Pasteur étant pour moi ici un personnage secondaire, mais Koch est important, mais c'est justement parce que lorsque ce savant illustre à l'échelle du monde qu'est Louis Pasteur en 1876, prend connaissance de l'article de Robert Koch, inconnu au bataillon, on pourrait dire, sur la maladie du charbon, eh bien il va être gagné par une forme de colère assez forte, pour deux raisons principalement. D'abord parce que ce jeune médecin inconnu vient sur ses plates-bandes. On sait que dans le monde universitaire, cette situation est souvent susceptible de créer des tensions, et c'est le cas ici. L'infectiologie, c'est lui qui en est le détenteur, le père, on pourrait dire, c'est lui qui s'en sent le dépositaire, et non seulement ce jeune médecin inconnu vient sur son terrain, puis en plus il n'est pas convaincu par les conclusions qu'il apporte sur la maladie du charbon. Donc voilà un élément qui va amener une première colère. Et la seconde colère, qui m'intéresse beaucoup ici, c'est que ça vient de la part d'un médecin allemand. Et donc cette nation qu'il déteste depuis quelques années désormais, en 1876, eh bien ça accroît, disons, sa colère. Et pour contrer ce jeune médecin, eh bien, il va se mettre au travail pour essayer de démontrer que la voie, que les conclusions apportées par Robert Koch ne sont pas bonnes, et donc on voit déjà là une forme d'émulation scientifique qui se manifeste dans ce contexte, et il va y avoir, dans le cadre de cette émulation scientifique, l'apparition progressive d'un travail et d'une découverte d'une bactérie pour chacune des maladies infectieuses. Voilà un élément qui est essentiel. Et justement, pendant que Louis Pasteur est en colère et voit encore
un Allemand prétentieux qui viendrait sur ses plates-bandes, eh bien pendant ce temps, Corr va progressivement améliorer son travail, sa technique de travail, il va améliorer son travail autour des microscopes, beaucoup plus avancé en termes de performance, en termes également de microphotographie, par exemple, également, et donc à la fin des années 1870, on est exactement en 1880, eh bien, après avoir été sur deux plans, hein, médecin de campagne et expérimentateur dans la recherche médicale, si on peut dire, eh bien, 1880, Robert Koch quitte sa fonction de médecin de campagne, hein, qu'il exerçait déjà depuis une quinzaine d'années, donc, hein, effectivement. Il va se rendre à Berlin, et il s'installe à Berlin, où il est nommé dans un service récemment créé par l'Empire allemand, qui s'appelle justement le service impérial de la santé, le service impérial de la santé. Eh bien, à Berlin, Robert Koch en devient un des professeurs, hein, puis en deviendra d'ailleurs le commissaire en 1884. Hein, et là, sa vie change, hein, complètement, puisque ancré dans certains territoires allemand depuis 1866 et depuis qu'il a commencé sa carrière comme médecin de campagne, désormais il devient pleinement chercheur, début des années 80, et il pourra notamment satisfaire à sa soif de voyage qu'il avait exprimée tout jeune, ayant la possibilité de se déplacer pour ses enquêtes, pour ses études, pour ses travaux, mais aussi pour des congrès, des colloques qui ne manqueront pas de s'organiser et dans lesquels il aura beaucoup de choses à dire. Hein, voilà. Donc, et là, on arrive effectivement dans ces années 80 qui sont des années décisives, hein, des années décisives pour Robert Koch, hein, pour sa notoriété et pour sa postérité, me semble-t-il, dans ce contexte complexe sur le plan des relations diplomatiques franco-allemandes. Effectivement, pendant ce temps du début des années 80, de son côté, Louis Pasteur s'intéresse au vaccin, avec succès. Hein, au départ, il s'intéresse aux poules, hein, aux vaccins sur le choléra des poules. Alors il y a toute une série d'anecdotes assez cocasses autour justement des poules françaises et des poules allemandes, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais voilà, Pasteur est effectivement un expérimentateur de ce choléra, de ce vaccin lié au choléra des poules. Et on va assister à partir du moment où Robert Koch est en train de connaître la notoriété, à des moments sulfureux entre les deux hommes, avec des rencontres furtives. La première, c'est une rencontre à Londres, dans le cadre d'un congrès de médecine, en août 1881. Hein, alors, évidemment, les deux hommes ne sont pas sur le même plan. Hein. Pasteur est un savant, est un scientifique extrêmement reconnu. Robert Koch a une petite notoriété, mais beaucoup plus modeste que celle de Pasteur, et la rencontre relativement sulfureuse se produit à Londres lorsque Pasteur, sûr de lui, hein, sommité, on pourrait presque dire adoubé par le parterre des scientifiques présents, tient une conférence dans le cadre de ce congrès médical à Londres. Il parle de ses travaux, hein, il met en scène ses travaux, notamment sur la maladie du charbon, notamment sur l'infectiologie. Il évoque les travaux de tous les Français, mais il n'évoque en aucun cas les travaux des Allemands, et en particulier le travail de Robert Koch sur la maladie du charbon, qui était pourtant une expérimentation tout à fait importante dans ce cadre-là. Donc Koch n'est pas cité, il cite Davenne, il cite lui-même, il se cite lui-même, et il ne cite pas les travaux de Koch. Et à la suite, à la fin de sa conférence, il reçoit les hommages de toutes les personnalités présentes, que ce soit des personnalités scientifiques, mais aussi des personnalités politiques, et notamment le prince royal de Prusse, hein, Frédéric III, celui qui régnera brièvement un peu plus tard, qui est présent et qui va, malgré tout, féliciter Pasteur au titre de sa notoriété. Et puis va se produire un échange furtif, et ils sont très rares ces échanges, je crois que c'est le seul en direct, face à face, comme on pourrait dire, hein, entre Koch et Pasteur. Un échange d'ailleurs cordial, parce que Koch a un peu ravalé son amertume, si on pourrait dire, hein, et il ne dit rien.
D'ailleurs, Pasteur, lorsqu'ils se rencontrent en face à face, bien qu'il n'ait pas cité ses travaux à la tribune, le félicite pour son travail, avec quelques mots très très simples, le tout sous le regard du prince royal de Prusse. Donc voilà une scène un peu particulière, on pourrait dire franco-allemande, à Londres, qui se produit dans ce cadre-là. Mais, si vous voulez, cette scène, qui est une forme d'entente de façade très diplomatique, ne va pas durer. Hein. Corr va prendre sa revanche, en quelque sorte, et immédiatement, lorsqu'il est de retour en Allemagne, il va commencer ses travaux essentiels sur la tuberculose, terrible maladie de l'époque. Hein, un mort sur 5 meurt de la tuberculose, et on le sait, c'est une maladie qui va se poursuivre, dont le fléau va se poursuivre encore bien des décennies. Une maladie d'ailleurs en lien avec le Covid-19 qu'on appelle la maladie des mains sales, hein, une maladie qui touche beaucoup les pauvres, une maladie du crachat également, donc pas mal de choses à mettre en parallèle avec notre situation actuelle. Et face à cette très grave maladie, hein, donc vous voyez, Corr s'attaque à une maladie essentielle, hein, essentielle, ça c'est un élément important, et il attaque de front, hein, on pourrait dire. Eh bien, il va reprendre des travaux de savants français qui avaient été échafaudés quelques décennies plus tôt, mais en les perfectionnant fortement, puisqu'il arrive à isoler la bactérie qui provoque la tuberculose. Cette découverte se produit au mois de mars 1882 à Berlin, effectivement, où il met en avant, devant des scientifiques et des journalistes venus assister à sa présentation, ce qu'on va appeler le bacille de Corr, hein, qui suscite, dans ces temps marqués par les épidémies également, hein, un immense espoir de guérison, hein, et surtout si on applique la technique des vaccins que développe de son côté Louis Pasteur, hein, même si, c'est vrai, il faudra attendre plusieurs décennies, hein, le début des années 1920, pour que se développe le fameux BCG, hein, en France notamment, par l'Institut Pasteur. Voilà un élément important, donc ce sera 40 ans plus tard qu'on aura la possibilité d'avoir ce vaccin, le BCG, qui permette d'atténuer cette pandémie, on pourrait dire, de la tuberculose à cette occasion. Donc, 1882, grande notoriété pour Corr, grand espoir, l'homme qui découvre le bacille, qui isole le bacille, et c'est une notoriété qui est tout à fait importante, qui va s'emparer, on pourrait dire, du personnage. Corr change de statut, hein, et il a une progression, une marge de progression, et désormais, lui et ses assistants, ses élèves, ont une autre voie, ont une autre dimension, et il n'a pas oublié encore l'affront relatif que lui a fait Pasteur quelques mois plus tôt, et avec ses élèves, avec ses assistants, il va se permettre de critiquer les travaux de Louis Pasteur, par article interposé, en quelque sorte, notamment en l'estimant incompétent dans le domaine de la microbiologie, qui est quand même le domaine qu'il a échafaudé dans le courant des années 1850. Et là, nous sommes en 1882-83, c'est le début de joutes nombreuses, d'une animosité, de violentes polémiques. Hein. La guerre est déclarée, on pourrait dire, dans le monde des sciences, hein, entre Pasteur, le français, et Corr, l'allemand, dans un temps d'animosité diplomatique entre la France et l'Allemagne. Et pour vous donner un exemple, pour donner de la chair à cette animosité, à cette guerre déclarée, hein, ça pourrait tout à fait faire l'objet de fiction, hein, la fiction à travers les congrès, la fiction à travers les colloques, hein, c'est notamment lors du congrès international d'hygiène de la ville de Genève, en 1882, effectivement, lorsque Pasteur, à son tour, à nouveau, fait une conférence donc devant un parterre de scientifiques venus du monde entier, et où il attaque à nouveau frontalement Corr, mais cette fois-ci avec de la matière, puisque Corr avait critiqué Pasteur, donc il s'en prend à lui d'une manière manifeste, mais cette fois-ci Corr va interrompre
la conférence de Pasteur, ce qui crée évidemment une grande consternation dans la salle, un conflit presque ouvert, mais dans cette altercation, la discussion est impossible. Pourquoi la discussion est-elle impossible? Parce que elle se noue entre un Français qui ne parle pas l'allemand et un Allemand qui ne parle pas le français, malgré des traducteurs sur place. La discussion est impossible et Corr décide de ne plus parler et de réagir aux propos virulents de Pasteur dans la presse, et notamment dans la presse médicale, accusant Pasteur de ne faire que polémiquer sans ne rien apporter de nouveau à la science. Voilà un élément qui va amener cette rivalité à prendre une teneur tout à fait particulière dans un contexte très tendu, je dirais au diapason des relations diplomatiques un peu chaotiques entre la France et l'Allemagne dans ce début des années 1880, hein, au moment où la République est en train de s'affermir du côté français notamment. Et sur ce conflit, la réalité européenne, je dirais mondiale, de ces années 1882-83, c'est le renouveau, la relance d'une épidémie qu'on avait connue bien des décennies plus tôt, je pense au début des années 1830, c'est l'épidémie de choléra, hein, l'épidémie de choléra qui fait un peu le tour du monde à cette occasion et qui éclate en 1883 en Égypte. Et là aussi, on a un autre aspect de cette rivalité franco-allemande entre Robert Koch et Louis Pasteur. Cette épidémie de choléra qui se développe en Égypte va susciter l'attention des deux gouvernements, le gouvernement français et le gouvernement allemand, qui auront le même réflexe, avec Koch et Pasteur en vigie, on pourrait dire, hein, puisque une mission française est d'abord envoyée en Égypte sous le financement du gouvernement français de la République française, sous la direction de Louis Pasteur, avec là aussi une forme de dimension patriotique, et peu de temps après, une mission allemande est à son tour envoyée en Égypte sous la direction de Robert Koch. Donc voilà quelque chose qui va affermir les tensions, les exacerber d'une certaine manière, et qui va basculer cet affrontement à ce moment-là au profit de l'Allemagne, tout simplement parce que la mission française ne trouve rien de particulier à partir d'expérimentations sur place, mais en plus, cet échec se double d'un drame. Hein, un jeune membre de la délégation française, Louis Thuillier, meurt sur place du choléra, justement, qu'il a contracté. Et il y a là un moment solennel où, en présence de la délégation allemande et de Robert Koch sur place, eh bien, l'enterrement sur place de Louis Thuillier va provoquer une certaine émotion assez forte. Pasteur n'était pas là, lui, de son côté. Et la mission allemande, alors que les Français sont repartis, va, elle, trouver des choses, puisque Koch va pouvoir, sur place, commencer à travailler avec un certain succès, à isoler ce qu'on appellera le vibrion colérique, hein, mais comme l'épidémie s'est relativement arrêtée en Égypte, il va continuer à travailler vers ce qu'on appelait à l'époque les Indes, hein, donc continuer en subcontinent indien, où il va confirmer cette découverte, et son retour à Berlin au début de l'année 1884 est triomphal, parce que non content d'avoir isolé le bacille qui porte son nom pour vaincre la tuberculose, il va se montrer très efficace par rapport aux Français dans la lutte contre le choléra en isolant ce vibrion tel qu'il l'appelle à ce moment-là. Et là, il se produit aussi un autre moment intéressant dans les relations franco-allemandes, c'est que ce choléra qui se diffuse un peu partout dans le monde, hein, là aussi des comparaisons avec le Covid-19, eh bien, il arrive en Méditerranée, en particulier donc du côté du sud de la France. Hein, bon, Naples c'est l'épicentre, mais aussi tout l'arc du sud et sud-est de la France, notamment par un bateau qui arrive de Saïgon, hein, le bateau La Sarthe. Hein, et en juillet 1884, les villes de Marseille et de Toulon sont très largement impactées avec des centaines de morts par cette épidémie de choléra. Les villes sont sinistrées, il y a des mises en quarantaine, on est dans une situation effectivement de véritable confinement. Hein. Je sais que du côté de Nice, par exemple, on va essayer d'ériger une barrière pour éviter que les Marseillais et les Toulonnais ne viennent se déplacer dans cette région qui est moins touchée, hein, pourtant en France, mais on érige des barrières départementales, on pourrait dire, à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que pour venir assister, mais aussi essayer de résoudre ces problèmes liés au choléra, la France, le gouvernement français, fait appel à Robert Koch.
hein. Et Robert Koch va être donc invité en France au titre d'expert officiel, avec l'accord du gouvernement allemand, pour venir observer, hein, et tenter de résoudre les problèmes liés au choléra pardon, en isolant notamment ce qu'il appellera un peu plus tard le bacille en virgule, hein, effectivement, et donc qu'il observe sur l'intestin des patients, des personnes contaminées, hein, et il va, alors Pasteur n'est pas présent à Marseille, mais le gouvernement français va dépêcher sur place des savants qui vont venir presque se former, hein, auprès de Koch, ça c'est un élément intéressant, le docteur Roux et le docteur Strauss, qui viendront donc depuis Paris pour assister et dialoguer avec le docteur Robert Koch, et c'est assez intéressant de voir que ce médecin arrive en France avec une certaine notoriété. Il est interrogé par les journalistes de la presse générale, je pense notamment au journal qui s'appelle de manière un peu emblématique Le Gaulois, hein, qui l'interviewe le 9 juillet 1884 à son arrivée à Toulon, où il va séjourner pendant plusieurs jours. Hein. On sait qu'il va aller assister à des décès, constater des décès à Saint-Mandrier pour essayer là aussi de suivre un petit peu l'évolution de cette maladie. Et ce qui est intéressant par rapport à notre situation d'aujourd'hui, c'est que auprès des journalistes grand public, si on peut dire, eh bien, il va critiquer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui certains gestes barrières, hein, certaines mesures prises, je pense notamment aux fumigations, hein, les chambres de fumigation étaient considérées comme une manière de résoudre, ou en tout cas de contenir la maladie, hein, et Robert Koch réfute, on pourrait dire, ces chambres de fumigation qui avaient été mises en place dans les gares ou dans certains lieux publics, en expliquant que cette maladie, elle était surtout propagée par le linge humide et les excréments, donc beaucoup de précisions qu'apporte Robert Koch, au point donc que face à l'absence de véritables spécialistes là-dessus, hein, à la suite de sa campagne d'Égypte, on pourrait dire, et en Inde, eh bien, il soit venu comme un sauveur, en quelque sorte, dans la France du Sud de 1884, au moment de la très vaste épidémie de choléra qui touche Toulon et Marseille à ce moment-là. Voilà. Alors, vous voyez, 1883-1884, ce savant, Robert Koch, désormais a une renommée qui dépasse largement les frontières de l'Allemagne, tout simplement parce qu'il a isolé la bactérie contre deux maladies majeures, hein, j'insiste là-dessus, la tuberculose, la plus importante de l'époque, et le choléra, qui évidemment frappe de manière sporadique à certains moments, ce qui bien sûr lui vaut un nouvel échelon gravi dans la hiérarchie des élites médicale, on pourrait dire allemande, puisqu'il obtient une chaire d'hygiène à l'université de Berlin en 1885, avec désormais des moyens illimités en assistants, en collaborateurs, en moyens financiers, en moyens de déplacement, en moyens de recherche. Donc tout est ouvert pour lui pour laisser libre cours à ses travaux, à ses expériences et à ses expérimentations. Hein, et du coup, une école allemande se crée. Hein. Il y a l'école française derrière Louis Pasteur en microbiologie, mais il y a aussi l'école allemande, puisque à Berlin, dans cette université où il a la chaire d'hygiène, pardon, eh bien, une pléiade de chercheurs allemands et même internationaux viennent se former et travailler sur place. Et là, on arrive, vous voyez, à la fin des années 1880, à ce moment de notoriété extrême. Hein, Koch avec le choléra et la tuberculose, et Pasteur avec le vaccin contre la rage, qui le rendent éminemment célèbre en 1885, sont au sommet, on pourrait dire, de leur potentiel, au sommet de leur gloire, on pourrait dire, et de leur capacité. Hein. Alors une petite anecdote qui est aussi intéressante, qui est assez connue dans l'histoire de Pasteur, c'est que lorsqu'il met en œuvre ce vaccin contre la rage en 1885, le premier humain à qui l'on va administrer ce vaccin est un Alsacien. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est Joseph Meister, qui avait été mordu par un chien enragé. Hein, et le fait d'administrer ce vaccin pour la première fois à un Alsacien ne laisse pas indifférent Pasteur en insistant sur un succès français qui est d'administrer à un Allemand, ou plutôt à un Alsacien qui pourrait à terme redevenir français. Voilà ce qu'il dit, je cite, hein, je suis heureux que ce nouveau succès soit dû à la France, et que le premier sujet humain chez lequel la rage aura été empêchée après la morsure d'un chien soit venu d'Alsace. Voilà, et donc on est toujours dans cet arrière-fond
hein, de rivalité entre Koch et Pasteur, et plus largement de rivalité entre la France et l'Allemagne. Alors je parlais de notoriété, effectivement, la notoriété c'est que Pasteur obtient son institut, le célèbre, le fameux Institut Pasteur, décidé en 1886 et inauguré très peu de temps après en 1888, face à l'urgence et à l'importance de ses travaux. Et Koch, en parallèle, obtient lui aussi son institut, qui s'appellera plus tard, c'est pas le cas au départ, l'Institut Robert Koch, qui est une manière de boucler la boucle par rapport à ce que j'ai dit au début. Il sera inauguré parallèlement presque, en 1891 à Berlin. Au départ, on l'appelle l'Institut prussien des maladies infectieuses, dont il est immédiatement le directeur. Donc on l'a bâti pour lui, cet institut prussien, et effectivement, ce n'est que plus tard que Koch donnera son nom à cet institut prussien. Robert Koch ne cessera de travailler sur la tuberculose à partir du moment où, à partir de 1882, il a isolé le bacille. Parce que la tuberculose, c'est la maladie que Koch considère comme la plus importante à traiter, et on pourrait considérer que la découverte du bacille de 1882 n'a pas été un point d'aboutissement, mais plutôt un point de départ. Hein. Et en 1890, alors il va un petit peu descendre de son piédestal à travers une entreprise un peu, comment dire, un peu fallacieuse. Hein. En 1890, il annonce peut-être fort de sa notoriété et installé dans cette notoriété, il annonce avec un grand coup de médias qu'il a trouvé le traitement contre la tuberculose. Vous voyez, c'est des sujets qui sont très présents dans notre actualité, grande sensation dans le monde médiatique. Ce traitement s'appellerait la tuberculine, hein, effectivement. Hein. Alors il obtient, une fois qu'il a annoncé ça, tout le monde le pense sûr de lui, hein, donc il obtient les félicitations de toutes les autorités médicales allemandes et internationales. Il obtient même des félicitations de la France et de Pasteur, vous voyez, donc pour montrer que tout n'était pas complètement figé quand même. Hein. D'ailleurs, Pasteur félicite ce qui sera plus tard un échec, qui à terme un échec, alors qu'il n'a pas félicité Koch pour la découverte majeure du bacille. Mais comme vous le présentez, la tuberculine ne marche pas, voire même va aggraver des cas de maladie de la tuberculose, et ce sera un échec patent de 1891-92, un échec qui va beaucoup toucher Robert Koch, beaucoup altérer Robert Koch, qui va perdre un peu en notoriété une fois qu'il atteint ce sommet en 1880, fin des années 1880, début des années 1890 avec cet institut. Il va connaître une forme de stagnation, voire de dégringolade. On va le traiter de charlatan, on va considérer qu'il a été poussé à la surenchère, on a dit qu'il avait eu la grosse tête, en plus l'opprobre est jeté sur lui puisqu'il a divorcé de son épouse traditionnelle pour se remarier avec une très jeune étudiante, beaucoup plus jeune que lui, une actrice. Donc il va traîner, sinon, cette mauvaise réputation, écornée par la tuberculine, jusqu'à sa mort en 1910. Et en fait, donc les deux hommes, hein, Pasteur et Koch, vont un petit peu ralentir leurs animosités au début des années 1890. Hein. Donc vous voyez l'intensité de cet affrontement, c'était les années 1880. Louis Pasteur meurt en septembre 1895, toujours marqué par un sentiment négatif vis-à-vis de l'Allemagne. Il sera impossible de le faire revenir en arrière. Hein. Il avait encore refusé 4 mois avant sa mort d'être décoré de l'ordre du mérite de Prusse. Hein, donc effectivement, il y a là une sorte de situation qu'il n'arrivera pas à surmonter hein, à ce moment-là. Et la mort de Pasteur a aussi sonné, on pourrait dire, le glas des heures de gloire de Koch, hein, pour les raisons que j'expliquais auparavant, mais aussi parce que Koch va continuer à travailler, mais avec moins de succès, ou en tout cas moins de notoriété que ce qui avait été la sienne quelques années plus tôt, au début des années 1880, fin des années 1880, et Robert Koch meurt en 1910, alors qu'il était en cure à Baden-Baden, hein, il meurt d'une crise cardiaque en 1910, quelques années, donc une quinzaine d'années après son adversaire, si on peut dire, Louis Pasteur. Alors je voudrais conclure cette conférence, je voudrais arriver au bout par quelques mots de conclusion. Vous voyez, j'ai essayé d'ancrer cette conférence autour de la relation franco-allemande, j'espère y être
parvenue, une dimension franco-allemande qui nourrit les parcours croisés de Robert Koch, personnage principal, je répète, et de Louis Pasteur, personnage secondaire pour moi aujourd'hui. Il me semble, pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que le parcours de Robert Koch, alors on connaît en France, on dit le Bastille de Koch, et puis c'est tout, mais on connaît peu pour le grand public le parcours de ce savant, de ce scientifique, de cet expérimentateur qui est un parcours tout à fait intéressant. Ses travaux sont majeurs, hein, pour des maladies qui sont majeures elles aussi, hein, et il me semble que, sans vouloir loin s'en faut discréditer Louis Pasteur, mais il faut effectivement considérer que son travail sur le choléra et sur la tuberculose, maladies plus importantes même que la rage, on pourrait dire, hein, sont vraiment majeures, et on peut considérer que sa mémoire a souffert d'un discrédit qui était lié justement à ses relations franco-allemandes qui ne se sont pas stabilisées à ce moment-là. Donc ça, c'est un premier point. Le second, ce qui m'a beaucoup intéressé pour moi dans ma présentation d'ici, c'est la concurrence, c'est la rivalité, c'est l'antagonisme de ce couple franco-allemand, Koch-Pasteur, qui mériterait, comme je vous l'ai dit, presque de la fiction, au titre de rivalité sportive, de rivalité dans le monde des affaires, de rivalité intellectuelle, disons sur les sciences humaines et sociales, ou littéraires, ou des rivalités de politique, ou géopolitique, effectivement. Hein. Il me semble que cet affrontement avait une certaine tenue, une certaine teneur, hein, entre virulence, agressivité parfois, mais aussi respect. Hein, en tout cas, c'est une rivalité qui a été féconde, hein, puisqu'elle a sans doute suscité des émulations et stimulé des recherches entre deux écoles qui se sont formées à cette occasion, l'école française et l'école allemande, chaque école se surpassant pour essayer de produire toujours plus, d'une certaine manière, parfois trop même, hein, peut-être. Voilà. Et la toile de fond, bien sûr, c'est cet obstacle dans les relations franco-allemandes qui sont celles de la guerre de 1870-1871, qui est constamment la toile de fond de cette rivalité qui s'est nouée au milieu des années 1870 et qui s'est desserrée presque 20 ans plus tard, hein, avec sans doute une histoire riche d'enseignements, hein, par rapport à nos centres d'intérêt d'aujourd'hui, hein, riche d'enseignements parce que justement, il me semble qu'il y a un enjeu aujourd'hui autour de la crise du Covid-19, qui est un enjeu justement de la gestion de cette crise, qui me semble être une gestion qui parfois nous oriente trop vers des gestions nationales, pour pas dire nationalistes, et a pu, à un certain moment, heureusement qu'on n'est pas allé trop loin, refermer les uns sur les autres et nous faire oublier que l'Europe fonctionne en tant que telle. Hein. Et donc cette histoire nous ramène peut-être à la nécessité de réfléchir au fait que la gestion des épidémies est une gestion qui n'a pas de frontières et qui peut être envisagée à l'aune désormais des relations franco-allemandes, des relations apaisées, des relations constructives, comme c'est le cas dans la plupart des situations. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je suis à votre disposition pour des remarques sur le site, et j'espère nous retrouver dans une autre occasion pour d'autres échanges autour des relations franco-allemandes à l'aune de cette épidémie du Covid-19. À bientôt, merci.